Chers amis, bonsoir. Toute l'équipe d'Expression Libre vous souhaite la bienvenue sur son plateau. Ce soir, notre invité, Omar Smaïl. Bonsoir, Omar Smaïl. Bonsoir, monsieur Youssef Sayah. Je suis très content d'être avec vous et je vous remercie, ainsi que Canal Algérie, de m'avoir invité. C'est nous. Très heureux. Omar Smaïl, nous allons aujourd'hui parler de votre ouvrage intitulé Dans les ténèbres du miroir, paru aux éditions Hibr. Vous avez également fait éditer, toujours chez Hibr, là cette fois-ci c'est un roman qui s'appelle Amalou. Amalou, ou le côté obscur de la montagne. Côté obscur de la montagne. Il se trouve que Amalou signifie cela. Ah, Amalou signifie le côté cela. obscur. C'est Lubac. C'est Lubac. Le contraire de l'Adré. De l'Adré, absolument. L'inverse de l'Adré. Alors, dans les ténèbres du miroir, sont effectivement 12 nouvelles. D'abord, signalons une chose importante, c'est que votre ouvrage a été préfacé par notre ami, écrivain, chroniqueur, journaliste et homme de radio, Rachid Mortali, que nous saluons. Tout à fait. Grand spécialiste avec un très bel essai qui s'appelait La graphie de l'horreur, si mes souvenirs sont bons. Ça a été même un des premiers ouvrages essais sur l'écriture en Algérie pendant et après la décennie noire, qui était donc, on a vu beaucoup de romans évoquer cette décennie noire à travers, bien souvent, plus l'imaginaire, mais malheureusement adossé à une triste réalité et à une horreur infinie, et qui a été marquante pour la littérature algérienne, et qui va l'être encore pendant longtemps, à mon avis. J'aurais le plaisir de le lire, je ne l'ai pas encore lu. Vous n'avez pas lu La graphie de l'horreur ? Non, malheureusement. Ah, c'est magnifique. Vraiment un essai souvent extraordinaire, intelligent comme notre ami, et surtout c'est lui qui a, je pense, très franchement, créé cette terminologie, la graphie de l'horreur. Alors, dans les ténèbres du miroir, quand j'ai commencé à voir nouvelles, compliqué, oui, ce sont certes des nouvelles, mais peut-on les définir de cette façon, parce que ce n'est pas la nouvelle dite traditionnelle. Effectivement, ce que j'appelle nouvelle, en réalité comporte des dimensions qu'on ne trouve pas dans la nouvelle traditionnelle. La nouvelle traditionnelle prend un fait quelconque, dont elle met en évidence, je dirais, la portée, avec une chute. Oui. Avec une chute. Exercice bien difficile. Exercice bien difficile. Bon, dans mes nouvelles, quelquefois, il y a cet aspect-là, mais ce sont davantage des récits, avec une dimension peut-être fantastique, mais en même temps métaphysique. Oui. Parce que le fantastique n'est là que pour suggérer qu'il y a un arrière-fond, à toute réalité donnée. Mm-hmm. Et il y a ce qu'on appelle l'autre côté du miroir. Et il y a l'autre côté du miroir, et je signale que c'est le titre d'une nouvelle, où il est question justement... Alors c'est la nouvelle éponyme du titre de votre ouvrage. Parce que j'ai trouvé Dans les ténèbres du miroir. qu'il y a une thématique effectivement qu'on retrouve dans toutes les nouvelles. Et d'ailleurs, vous vous référez à des écrivains, pas celui-là, mais effectivement tout de suite, on a dans la tête en lisant vos nouvelles, par rapport au conte fantastique, je dirais, évidemment, à Lewis Carroll,
On ne peut pas ne pas... Absolument, absolument. C'est-à-dire, il est vrai que lorsque j'écrivais mes nouvelles, je n'avais pas du tout cette référence en tête. C'est après coup que je me suis aperçu... Il y a un titre à part Alice au Pays des Merveilles, il y a un titre de Lewis Carroll qui s'appelle De l'autre côté du miroir. Oui, tout à fait. C'est pas tout à fait une suite à Alice au Pays des Merveilles, mais qui va encore plus loin dans ce délire où il y a même Cocteau, quand on met la main dans le miroir, on passe. Est-ce que c'est l'enfer ou est-ce que c'est aller chercher Eurydice et son amour perdu dans les enfers? Parce qu'il y a ce côté, on va le voir. Il y a cet aspect-là, mais peut-être que le miroir ici réfère essentiellement à une identité en crise. Lorsqu'on se regarde dans le miroir, on peut croire que c'est soi-même qu'on voit. La psychanalyse nous enseigne qu'en réalité, ce qu'on voit, le moi apparent, n'est précisément qu'une apparence, et ça se voit. De toute façon, déjà, on se voit à l'envers. Voilà, parce qu'il y a la symétrie et on se voit à l'envers dans le miroir. En plus, il y a toute la dimension de l'inconscient qui recouvre, je dirais, cet accès à soi-même. À côté de cela, ce n'est pas seulement le sujet qui se mire dans le miroir, c'est toute la réalité qui est transformée, je dirais, dans le miroir, comme si le miroir était quelque part déformant. Ils sont toujours déformants. Et ils sont toujours déformants. Il n'y a aucun miroir au monde, même les fameux miroirs aujourd'hui de Venise, qui sont les plus réputés au monde, sont obligatoirement déformants. Ils transforment la réalité, parce qu'ils effectivement. Et puis, tout dépend, si on se regarde dans un miroir par rapport à l'oblique de la lumière ou du sombre, qui fait que... ou de ce qu'il y a derrière vous. Le décor qui est derrière vous. Parce que généralement, quand on se regarde assez rapidement dans un miroir, on ne fait absolument pas attention au décor qui est derrière soi. Mais le décor qui est derrière soi est une réalité qui n'est pas votre regard quand vous vous regardez vous-même. Oui, tout à fait. Parce que lui, il est bien planté et il est là. On ne fait pas attention au miroir en général, on fait attention au reflet. Au reflet qu'on y voit, le miroir n'est là que comme une fenêtre sur quelque chose d'autre. Et je signale à ce propos que dans la nouvelle qui porte ce nom, qui est devenu éponyme, le personnage central ne se voit pas dans le miroir. Il est incapable de voir sa propre image dans le miroir. Il voit d'autres images, il voit notamment l'image de la personne qu'il aime. Lunja, mais pas lui-même. Il crée une nouvelle image. Il crée une nouvelle image, absolument. Et c'est peut-être au fond Lunja d'ailleurs qu'il a créé cette image. Et lui ne devient dans ce contexte une sorte de truchement, de transmetteur, je dirais, d'une réalité qu'il dépasse. Alors, justement, cette idée qui va être tout le long de vos nouvelles, pratiquement, est très prenante, c'est-à-dire, je me rappelle cette phrase de Louis Aragon, dans un de ses vers, qui disait est-ce que le peintre dessine-t-il réellement ce qu'il voit à travers sa fenêtre? Déjà, à la fenêtre, il y a du verre, même s'il l'ouvre, c'est une fenêtre, donc ce n'est qu'une portion de la réalité, ce n'est pas toute la réalité, et bon, l'époque d'Aragon, évidemment, c'était les surréalistes, les Marc Matisse, etc. Donc ils vont déformer cette réalité, et pourtant, elle est pour eux une réalité. Alors, dans toutes vos nouvelles, c'est cela, c'est-à-dire le regard que vont porter vos personnages, c'est la réalité qu'ils se construisent dans leur tête. Ce n'est pas ce qu'on appellerait, ce qu'on dit, je vais te raconter la vérité vraie, hein. Bon, ou je vais te raconter la vraie réalité.
comme s'il pouvait exister une vraie réalité, une vérité vraie. Parce que là, vous avez un discours philosophique sur cela. Oui, oui. Je disais dans la petite préface à propos de l'Algérie, parce qu'en arrière-fond, il y a toujours l'image du pays, et peut-être au fond, Lounja, la personne aimée, aussi représente le pays à sa manière. On a toujours trois approches, je dirais, de ce pays. Il y a une approche liée à l'imaginaire personnel à ce moment-là, individuel. Et puis il y a une approche imaginaire mais collective. Vous le dites très précisément. Voilà, mais collective. C'est l'imaginaire collectif berbère et algérien. Voilà, parce que justement cet imaginaire collectif, il est toujours là, mais il est en crise. Parce qu'il y a une autre réalité qui fait irruption dans cet imaginaire, et les sujets ont du mal à l'intégrer dans leur vision du monde. Il y a donc une crise entre le passé et le présent. Et lorsqu'il y a crise entre le passé et le présent, il y a aussi crise face à l'avenir. On ne sait pas forcément quoi faire. Alors, ça vous l'expliquez très bien, je dirais, dans presque ce qui pourrait être, non pas une conclusion, mais allez, pourquoi pas, un épilogue ouvert, c'est-à-dire à la fin, retour au pays natal, une quête impossible. Vous expliquez parfaitement bien cela, c'est-à-dire, effectivement, il y a ce que nous désirons que le monde s'arrête à un moment donné, hein, autant porte le vent, mais c'est... pardon, pas autant, non, pardon, autant suspend ton vol. Suspend ton vol, Lamartine, oui. Bon, la société kabyle ou algérienne, d'une façon générale, on veut qu'à un moment donné, ça y est, c'est fermé, mais il y a ce temps d'impus-fugit, c'est-à-dire ce temps qui bouscule tout, et chaque fois on se dit, bon, c'est la vieille expression, c'était l'âge d'or à l'époque, comme c'était bien avant. Hein. Ah, si tu te rappelles, dans les années 80, c'était formidable. L'autre, celui qui a vécu les années 80, il va dire, oh là là, les années 70, c'était encore meilleur. On se demande où on va remonter comme cela. C'est comment garder en même temps une identité, que cette identité puisse passer à travers le temps sans qu'elle n'empêche le temps d'avancer. Alors, soit on tombe réellement dans une sorte de fantasme identitaire qui est de dire, bon ben, l'Algérien ou le Berbère ou le Sahraoui, il est comme ça, image d'Épinal, et comme si le temps ne le traversait pas. Mais le temps se fiche de cela. Alors que l'identité n'est pas quelque chose de statique. L'identité est non seulement construite, mais toujours en voie de construction. C'est-à-dire l'identité, en réalité, est plurielle. Ouais. Parce que c'est dans le mouvement du temps, dans le temps qui passe. Voilà un mot que j'aime beaucoup. Que l'identité se construit. Le mouvement, la dialectique du mouvement. Absolument. Parce que c'est quand même cela, votre ouvrage de 12 nouvelles, c'est la dialectique du mouvement. Et dans la dialectique du mouvement, il y a obligatoirement quelque chose qui est inéluctable, mais ça uniquement pour les êtres vivants, hein, qu'ils soient hommes ou bêtes, c'est la mort. C'est la mort, absolument. La dialectique du mouvement continuera. Hein. Et c'est pour ça que je retrouve dans vos différentes nouvelles cette idée qui n'est pas mortifère. Attention. Hein. Non, ce n'est pas mortifère parce qu'il y a toujours l'espoir d'atteindre ce moment de la synthèse où le passé, le présent et l'avenir cessent, je dirais, de se contredire, de s'affronter pour, je dirais, constituer une synthèse spirituelle qui rende la vie vivable aussi bien pour l'individu que pour la société tout entière. Bon, là, pour que cela soit possible, il y a peut-être une dimension mystique
Il y a tout à fait hegelienne. Tout à fait. Il y a toujours un moment où tout se passe bien, ensuite crise, remise en question, c'est le moment de la négation. Et puis, à un moment donné, il y a la négation de la négation, qui n'est pas un retour en arrière. Non. Mais quelque chose de neuf. Quelque chose de neuf qui jaillit. Voilà, une ouverture. C'est une ouverture, voilà. Bien sûr. Qui est une reprise du passé. Le passé, à ce moment-là, devient un simple souvenir. Pas un souvenir vous me rappelez le morceau de la vie d'Emmanuel Kant, où il faisait sa promenade avec une heure, un moment très précise, tous les jours, mais il tenait à ce moment précis, qui était un moment, il se disait peut-être que c'est juste ça que je peux à peu près contrôler, qu'il y a un temps faux, et il le savait que c'était un temps faux, parce que c'est le temps humain, et le temps de la cloche qui sonne de l'église, qui était la même que celle de sa montre, mais en revenant travailler, il avançait dans son travail, c'est-à-dire il y avait encore une nouvelle dialectique, une nouvelle avancée, un nouveau mouvement dans ses idées. Il y avait ce temps d'arrêt, c'est-à-dire, je dirais presque une sorte de mort avouée. J'arrête. Voilà. Là, je meurs. Et de toute façon, la phrase de Kant à la fin de sa vie, c'était, sa dernière phrase sur son lit de mort, c'était « Maintenant, c'est bien ». Maintenant, c'est bien. Voilà. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que je vous disais, Omar Smaïl, au tout début de notre émission, c'est casé, excusez-moi du terme, il n'est pas péjoratif, il peut paraître trivial, mais casé aux 12 nouvelles dans ce qu'on appellerait une nouvelle classique narrative, je dis non, tout de suite non. Ce n'est pas ça du tout. Vous m'avez excessivement surpris par votre écriture, d'abord parce que parfois elle est dans une sorte d'écriture poétique totalement surréaliste, mais surréaliste avec une attache profonde à vos racines, c'est-à-dire le monde berbère, mais qui peut dater d'il y a 5000 ans, la construction de l'imaginaire à nos jours, puisque vous y injectez même la lutte de libération nationale et l'après-lutte de libération nationale. On peut même y lire de toute façon comme s'il y avait un palimpseste, la colonisation. Absolument, c'est-à-dire il y a un arrière-fond mythique, la référence à des contes. Lunja est un personnage de conte. Quelquefois, je fais appel à Amr al-Azmni, le vieux sage de la montagne, qui a fait l'objet de ce roman que j'ai édité. C'est Amalou. C'est Amalou, oui. D'accord. Là où il intervient réellement. Là, vous y coupez pas, vous y coupez pas. Je sais que vous habitez en France, mais de toute façon, vous porte, j'espère, assez souvent en Algérie. Je viens assez souvent. On n'y coupe pas. Il y a une deuxième émission avec Amalou. Ah oui, je vous remercie, j'espère. Vous n'y coupez pas. Et donc cet arrière-fond mythique, c'est relatif aussi en partie à mon enfance. J'ai été nourri de contes populaires. Et il s'est trouvé que les personnes, ma grand-mère, mes sœurs, à l'époque, mes tantes qui me racontaient ces contes, semblaient y croire elles-mêmes. Pour elles, ce n'était pas des contes. Ah non. Quand Derbia, c'est la tante, voilà. La grande-tante, voilà, tout à fait. commence à parler de ce qu'on lui a dit. Il a plus de foi. Il a plus de l'or et de l'argent. Voilà. L'or et l'argent, c'est comme la pluie, ça tombe. Non, c'est pas. Elle dit pas ça dans un délire. Oui, c'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est de l'histoire écrite. Voilà. Attention, c'est un livre d'histoire. Faut pas croire ou les différents les ogresses, Céliel, etc. Ce n'est pas, comme dirait, des histoires. C'est l'histoire. C'est l'histoire. C'est réellement vécu. Oui. On ne négocie pas avec ça. Ça fait pas. Alors,
dans quelle nouvelle je me demande si c'est pas, oui, la première, hein, la racine du brouillard, parce que je pense que c'est pas un hasard si vous avez commencé par cette nouvelle, puisque vous mettez en place hein, toutes ces mythes, ces contes, ces légendes, où se mêlent en même temps une foi religieuse absolument incroyable, mais qui pourrait le lire autrement, pourrait dire, oui, mais avec une sorte de paganisme. Ce n'est pas du paganisme, du tout. Ça fait partie de la foi. Ça fait, oui, effectivement, parce que c'est pas venu comme ça. L'islam, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. Il a toujours épousé les croyances locales, de telle sorte, on risque de scandaliser certains. Il y a l'adaptation, il y a plusieurs islams. L'islam en Afrique noire n'est pas le même que le nôtre. Du tout. En Inde, en Indonésie, en Indonésie, n'est pas tout à fait le même. Un jour, quelqu'un m'a dit... Bon, il y a évidemment une forme qui est identique, le même Dieu, le même rituel. Mais à côté de cela... Mais vous le dites très, très clair. D'abord, c'est la question fondamentale, c'est l'unicité, l'unité. Absolument. Ça, c'est ça qui est le plus important. Mais maintenant que Ferrandan, l'Indonésien, commence par la rupture du jeûne par Shorba Hamra, je doute, ça ne fait pas partie de l'islam. Vous pouvez commencer avec une shorba indonésienne qui a je ne sais pas quoi. Hein, mais il ne va pas. C'est comme si. Alors, il y a une confusion. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans vos nouvelles. Vous dites attention, moi je suis en train de narrer ce qui fait partie. C'est pas de l'anthropologie, mais des us et coutumes très anciennes. Hein, mais qui ne remettent absolument pas en question ce qui est la foi profonde, d'une croyance et d'une piété absolument extraordinaire, mais ça vit différemment. Un musulman en Azerbaïdjan, il ne vit pas de la même façon qu'un musulman algérien. C'est la foi vécue à la manière de Mimouna. Mimouna connaît Dieu et Dieu connaît Mimouna. Voilà, exactement. Alors, et la symbolique de cela, c'est quand à un moment donné, l'un de vos personnages, Edir, si mes souvenirs sont bons, mais il y a tout le temps Edir, hein. Je veux dire, à chaque phase de votre... L'Unja revient constamment. Hein. C'est pas la même, mais c'est la même. Mais c'est la même, absolument. C'est un autre miroir de l'Unja. L'une est plus photographie, l'autre plus miroir. C'est la dénonciation de quelque chose qui a été très marquant dans notre pays, et en Kabylie pour beaucoup, mais partout en Algérie, c'est cette sorte de maraboutisme, où il va mettre le feu à un sanctuaire maraboutique et à une mosquée adossée, et il dit presque, c'est presque haram, c'est-à-dire la mosquée c'est vraiment le lieu de culte profond de l'islam, et on l'adosse à un tombeau bas d'un marabout, et le drame c'est que cette mosquée on l'appelle celle des mendiants, c'est-à-dire comme si tout d'un coup on voulait mêler une sorte de syncrétisme, absolument, qui n'a pas lieu d'être, on le voit, hein, dans notre pays. Dans cette nouvelle, il y a Pardon. Il y a la problématique de l'espace. Les hommes sont enracinés évidemment dans une culture millénaire, mes personnages, mais ils ont aussi un enracinement dans l'espace. Il y a une géographie spatiale qui recoupe une géographie spirituelle. Et un peu comme chez les Grecs, je pense à Jean-Pierre Vernant, Mythes et pensées chez les Grecs, où il montre que l'organisation de la cité... Ça, c'est Vernant, ça. Voilà. Ah oui, c'est très intéressant. L'organisation de la cité, en réalité, renvoyait à une conception cosmique
je dirais, de la civilisation. Il y a quelque chose de ce genre dans toutes les civilisations traditionnelles, et c'est cela aussi que j'ai vécu en Kabylie. L'espace n'est pas neutre. La division de l'espace, le partage de l'espace n'est jamais neutre. Dans cette nouvelle, donc, il y avait une vieille mosquée, la mosquée aux mendiants, la mosquée des mendiants, qu'on avait abandonnée. On avait construit Une nouvelle. une nouvelle mosquée. Il y avait d'ailleurs, on pourrait dire celle du haut et celle du bas. Celle du haut et celle Oui, du bah, bas, oui. ça montre bien les espaces. Voilà. Ouais, quand on est en haut, bah, on est les privilégiés, hein. On est les familles avec lignage. Et puis ceux d'en bas, bon, bah, c'est les mendiants. Quant au rapport à la tradition, à ce saint, à ce culte des saints auquel il va mettre le feu, il se trouve que le cheikh de cette mosquée est descendant, c'est un des descendants, fait Du partie marabout. du marabout. C'est Ahmad. Et c'est des Hamar, oui. Et il se sentait victime d'une malédiction ancestrale. Ce saint était là, mais il avait maudit toute sa descendance. Il l'avait maudite essentiellement en essayant de la réduire à l'errance. Ah, C'est-à-dire à la dispersion totale. Et c'est cette dispersion qui montre justement cette crise, c'est purement symbolique, cette crise qu'il y a entre le passé, où il y avait une solidarité, où les clans étaient soudés. Puis l'unicité, encore une fois. L'unicité disparaît. C'est-à-dire il y a un centre, il y a, un mouvement centripète et un mouvement centrifuge. Et là, c'est le mouvement centrifuge qui l'emporte. La société se trouve déstructurée. Et peut-être que le geste incendiaire de mon héros... De pouvoir casser cette malédiction. Il voulait casser cette malédiction. Alors, vous venez de prononcer un mot qui m'intéresse grandement, parce qu'il est aussi une structure de vos nouvelles, c'est attachement profond, je dirais les pieds plus que sur terre, bien enfoncés dans la terre, franchement, oui, tout à fait. creusant là. Et puis, l'errance. C'est-à-dire, il y a un paradoxe complètement délirant entre je m'accroche profondément à la terre, mais je suis un errant. Alors, évidemment, la figure emblématique de cette errance, au bon sens du terme, hein, c'est pas errance, je vais... Mais de toute façon, il y a aussi des personnages qui sont très importants, qui sont ce qu'on pourrait appeler des vagabonds, mais entre guillemets, hein, des bardes vagabonds, puisque dès l'entrée de jeu, dans votre roman, vous citez évidemment la figure emblématique, c'est Hanoum Hand. C'est-à-dire, bon, oui, incroyablement, je voyage, j'erre, je veux voir le monde, mais allez, on va reprendre la phrase de Danton, j'emporte, là c'est le contraire, j'emporte à la semelle de mes sandales ou de mes souliers toujours le bout de ma terre natale. Absolument. Qui est plus que la symbolique de la terre natale, c'est tout. C'est ma lignée, ma tribu, mes coutumes, tout. Absolument. Ça, je ne m'en déferai jamais. Absolument. Et pourtant, je vais errer de part en part. Voilà. Ça, c'est très, très, très présent dans votre nouvelle. C'est très présent dans mon village, lorsque quelqu'un s'en allait trop loin. C'est la maman, en général, qui demande à quelqu'un, son enfant plus petit, d'aller ramasser un peu de terre là où il a mis le pied, là où le fils partant a mis le pied. Elle conserve cette terre dans, je dirais, quelque chose, un ustensile, ça peut être un morceau de tissu, afin qu'il se souvienne. Qu'il se souvienne de ce lien avec la terre et qu'il revienne où qu'il aille, qu'il n'oublie pas qu'il est un enfant du pays. Et pour enchaîner, je crois que là, il y a un drame terrible avec la colonisation qui était lié à la dépossession des terres.
Les terres qui étaient indivises, voilà que la colonisation arrive avec un système, je dirais, de dépossession. Il n'y a pas de colonisation sans dépossession. Petit à petit, le peuple algérien a été réduit à la famine. Je crois qu'en 1866, entre 1866 et 1868, il y a eu, disent les historiens, entre 500 000 et 1 million de morts de faim. De faim, oui, oui. Voilà. Parce qu'on leur a enlevé leur terre. Et cet attachement à la terre, attachement viscéral, il existe toujours. Oui, très profond, jusqu'à maintenant. Il existe toujours. C'est-à-dire les gens... Jusqu'à maintenant, le plus grand nombre de procès qu'il y a au civil, ou même malheureusement de temps en temps quand ça tourne mal au pénal, en Algérie, hein, oui, tout la lien confondu, c'est une question, tu m'as pris 3 mètres carrés d'une terre qui appartenait à mes ancêtres. On arrive à des procès qui durent 20 ans, parce qu'allez savoir maintenant, parce qu'en plus, comme quelquefois, les deux familles ont des liens de cousinage très lointains ou de mariage entre une arrière-grand-mère avec un arrière-grand-mère. Allez-vous Mais c'est ça. C'est pas parce que ce bout d'un hectare de terre va vous rendre richissime. Non, non. Ils ont toujours vécu pauvres, mais sur leur terre. Mais c'est ma terre. Voilà, si tu veux passer de là à là, ça c'est mon chemin. Voilà, tout à fait. Combien il y a eu de ventes d'État à cause... Et dans Amalou, la disparition du village est liée à un problème de terre. C'est-à-dire il y a quelqu'un qui mange la terre. Ah, c'est terrible. Ça, c'est fantastique. Oui, ça, c'est du pur fantastique. C'est monstrueux. C'est-à-dire la terre disparaît et le village va disparaître. Et tout le peuple de ce village, les habitants, vont être obligés de s'exiler. De s'exiler. Bon, il y a un élément fantastique, je ne raconterai pas dans les détails, mais ils vont s'apercevoir à la fin qu'en réalité, ils sont restés sur place. Alors là, ça aussi... C'est mouvement immobilité. Voilà. C'est très présent dans vos nouvelles. Ouais, c'est-à-dire que, à part le rêve, l'imaginaire, plus que cela, c'est onirique. Hein, c'est-à-dire, on parle d'amour, on parle même de ce que je dirais dans la piété, dans la foi chez nous, les haltes soufis, c'est-à-dire quand on monte d'un cran à un autre, on est dans un moment de piété onirique, je dirais, oui, tout à fait. où le décor change. Il devient chez vous, alors que bon, il n'y a pas de désert en Kabylie, à ma connaissance, à moins que ma géographie me trompe totalement. Mais on est dans des bois, dans des forêts, donc ça c'est bien, c'est quelque peu verdoyant, etc. Puis tout d'un coup on passe à ce que j'appellerais un arasement total, c'est-à-dire on va entrer dans le monde ermite. Il faut élever sa conscience, il faut se débarrasser de tout ce qui peut être des choses dites matérielles ou l'œil, encore une fois, donc le regard, le miroir, ne doit pas être distrait. C'est le problème de la mort à soi-même. C'est-à-dire on accède au dernier stade de la formation qu'une fois qu'on a qu'une fois qu'on est mort. Mais il s'agit d'une mort purement spirituelle, ce n'est pas une mort physique. C'est-à-dire il y a le vieil homme qui est abandonné et puis l'homme nouveau qui naît à partir justement du vieil homme. C'est comme une mue, c'est-à-dire on subit une mue. On se débarrasse des vieux habits pour prendre d'autres habits. Ce ne sont plus que des oripeaux, même si c'est du
comment on appelle ça, du vison bordé d'or, Voilà. mais ça ne reste que des oripeaux. Ça ne reste que des oripeaux. Il faut changer. Alors, il y a des personnages comme ça, c'est-à-dire ces personnages qui ont une teneur philosophique, et surtout par rapport à la mort, comme le laveur de morts, les gardiens de cimetière, on va aller même jusqu'en France, hein, avec une nouvelle... La crevasse, absolument incroyable, mais d'autres nouvelles. Notamment la nouvelle qui s'appelle « Que les arbres se souviennent ». Hein. Que les arbres se souviennent. Que les arbres se souviennent, oui. Alors ça aussi, vous dites, bon, là j'ai parlé de notre religieux, mais attention, dans toutes les religions, en tout cas les religions dites du livre, ou peut-être même d'autres, hein, faut pas se leurrer, hein, le rapport à la mort est ainsi, hein, c'est-à-dire comment accepter le fait de ne pas être éternel et que c'est pas qu'il y a une vie après la mort, c'est que la mort est une étape. Point barre. C'est une étape. Et ce que vous regardez dans les cimetières, il faut en avoir respect, parce que c'est là où vous avez enterré vos morts, votre père, votre grand-père, que sais-je, un ami, hein, vrai, mais ce n'est qu'un corps. Ce n'est qu'un corps. En réalité, ce qui est beau, je vais peut-être dire une chose terrible, ce qui est beau quand on va dans un cimetière pour rendre hommage à nos proches, ce n'est pas le fait de pouvoir le retrouver, c'est d'être avec tous ces morts et qui nous permettent d'aller à un étage supérieur de notre propre conscience et de se dire, oui, c'est ça. C'est ça aussi la vie. Et c'est de pouvoir être en fusion avec toute cette humanité qui a été enterrée là, mais sur le plan physique. Hein. Mais le cimetière n'est qu'une symbolique. Le cimetière n'est qu'un symbole. Il y a la dimension du passé, les fêtes mettent. Ce qui est passé est mort. Voilà. Hein. Donc la mort, c'est d'abord du passé. Ouais. Mais il se trouve que le passé qui construit l'avenir se réfère à un être vivant. Il est en quelque manière vivant en nous. Ouais. Donc il faut faire quelque chose avec. Et on ne peut faire quoi que ce soit qu'en se réconciliant avec soi-même, c'est-à-dire qu'en se réconciliant aussi avec son propre passé. De manière que le passé ne soit plus un empêchement, une pierre d'achoppement, c'est ça, mais plutôt, je dirais, un tremplin. Qui vous attache à un rocher, voilà, et dont vous ne pouvez vous délier. Voilà, un tremplin vers autre chose. Et les nouvelles qui se passent dans le cimetière ont cette dimension initiatique de descente en soi-même, et puis et enfin de remonter. Pouvoir s'élever. Pouvoir s'élever. Ouais. Alors ça c'est pour moi dans votre ouvrage, Ismaël, qui m'a le plus fortement marqué. C'est-à-dire cette idée essentielle dans la vie pour moi, et là totalement métaphysique évidemment, à se dire, bon, quand on va dans un cimetière ou dans un lieu de mort, si ne percevoir cela que comme un passé, je veux dire, on est foutu. Oui, parce qu'on tombe dans ce qu'on appelle une sorte de nostalgie pleurnicharde, hein, et qui ne peut faire qu'une seule chose, c'est vous faire reculer. Mais si on le conçoit avec ces souvenirs, qui n'est plus de la nostalgie, ces souvenirs de tous ces gens, connus ou inconnus, hein, qui sont là, enterrés, et qui ont toutes une chose à raconter, c'est parfaitement l'avenir. Absolument. C'est le problème de la commémoration. Je pense à ce que dit le philosophe Auguste Comte à ce sujet. L'humanité, dit-il, est faite de plus de morts que de vivants. Ça, c'est le premier point. Et si nous commémorons le passé, si nous commémorons nos morts,
nous commémorons en réalité moins ce qu'ils furent que ce qu'ils ont voulu être de meilleur. Très beau, ça. Alors on se regarde au passé, non pas pour prendre les hommes tels qu'ils étaient, mais ils avaient un désir, peut-être qu'ils n'ont jamais pu réaliser. Eh bien, à nous, justement, d'abonder dans le même sens et de réaliser ce qu'ils n'ont pas pu réaliser. De cette manière, on enrichit la tradition, et la tradition n'est pas morte. Oui, sinon la tradition... à quoi servirait d'aller lire les grands philosophes qui sont éteints depuis 2000 ans ou 3000 ans? Rien. On dirait, bon, ben, il est mort, c'est des vieilles idées. Tout à fait. Donc, ça servait à strictement. La philosophie nous apprend ça. Absolument. Alors, un autre point que nous n'avons pas abordé, Omar Smaïl, dans votre ouvrage Dans les ténèbres du miroir, préfacé par Rachid Mourtari, donc douzaine de nouvelles, édition Hibr. Je rappelle que votre dernier ouvrage est un roman, Amalou, où j'arrive jamais à trouver ou le côté obscur de la montagne. Le côté obscur de la montagne, évidemment, puisqu'il y a le shir de la montagne. Voilà. Je présuppose. Oui, tout à fait. Je présuppose. C'est que, attention, ce n'est pas du tout dénué de l'idée de l'amour courtois, de l'amour impossible, de l'amour... Vous savez ce qui m'est venu en tête quand j'ai lu les passages magnifiques, dire avec Lunja. Il y a plusieurs de vos nouvelles, il y a cette idée, les lettres qui sont écrites, qu'on n'arrive plus à brûler. On ne peut pas brûler un amour passionnel et passionnant. C'est impossible. Ce n'est pas des lettres qu'on brûle qui font que, ça y est, il renaît de ses cendres, comme un phénix, de toute façon. Et à jamais, quand on tombe amoureux, fou, avec passion, à 17 ou 18 ans, de toute façon, à 90 ans, que vous ayez brûlé les lettres ou pas, l'amour il est là. Il est là. Alors, dans la première histoire, avec l'histoire du miroir, très belle. Je laisse aux futures lectrices et lecteurs de dire que c'est magnifique page, parce que c'est aussi dans les ténèbres du miroir. Hein. C'est ténébreux comme histoire, hein, aussi, parce qu'elle-même est moitié sorcière. Elle est ensorcelante, en tout cas. Si elle n'est pas sorcière, elle est ensorcelante. J'ai retrouvé... C'est pas du tout du copier-coller, hein, pas du tout. Mais cette idée extraordinaire du roman d'Alberto Moravia, Le Mépris. C'est-à-dire comment quelqu'un peut être follement amoureux d'une autre personne et l'autre, c'est quasiment du mépris. Mais le mépris, pas dans le sens... non. C'est-à-dire, le mépris se construit pas par rapport à la personne aimée et qui ne veut pas de l'autre personne. Le mépris se construit dans la tête de la personne qui aime et qui n'est pas aimée, qui n'a pas de retour. Absolument. Il s'agit d'abord d'un mépris de soi. Ouais. Puisqu'il y a l'idée du miroir, voilà. Regarde-toi. Voilà. Regarde-toi, et finalement, il n'arrive pas à se voir. Ben non. Il n'arrive pas à se voir parce que lorsqu'on aime, je dirais, l'amour est dirigé vers l'autre, sur l'autre. Et c'est une manière, peut-être, cet amour-là, de se délivrer de soi-même. Ce n'est pas un amour égoïste. Parce qu'il y a des personnes, il y a des contes aussi qui racontent ce genre d'histoire. Le prince charmant qui part à la conquête de la princesse, bon, il la conquiert, ensuite il revient chez lui, il se marie, il a beaucoup d'enfants. En fait, ce qu'il a conquis, c'est d'abord lui-même. Ouais. La princesse n'est là que comme un faire-valoir. Exactement. Et dans le Lunja, justement, Lunja n'est pas un faire-valoir. Parce qu'on essaie de la conquérir. On n'y arrive pas tout à fait. À côté, il y a la conquête de soi. Peut-être faudrait-il se conquérir soi-même pour pouvoir ensuite conquérir la personne aimée. Et c'est là qu'Omar Smaïl, professeur de philosophie, nous revient au galop comme un preux chevalier.
Ben, c'est vrai. On peut pas. Oui, c'est un peu l'idée. Bon, j'écourte là, je fais du bas didactisme, hein, c'est connais-toi toi-même. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'on dit, ben, franchement, bon, tu veux me conquérir, c'est ce que tu as trop fait, voilà. Ou moi je vais t'apprendre que non, c'est pas ça. L'essentiel, c'est que sache qui tu es, absolument. Et après on verra. Voilà, absolument, parce que la connaissance de soi n'a que peu de choses à voir avec la connaissance, je dirais, psychologique de nos particularités, de nos humeurs, etc. La connaissance de soi, c'est ce qui élève à l'universel. Le philosophe Hegel parlait de la connaissance de soi, de la raison. Ouais. Ce qu'il y a de plus humain en l'homme, c'est précisément cet universel qu'on appelle la raison, puisque l'homme se définit comme un être raisonnable. Il ne s'agit pas de la raison rationnelle, mais de la raison raisonnable. Et cette raison raisonnable, c'est la raison qui enseigne la sagesse, le rapport à autrui, la réconciliation avec soi, autrui et le monde. Vous aimez bien la philosophie allemande, hein? Non? Je suis très conscient hegelien. Voilà, je m'en doutais. C'est pour ça que je vous ai cité Kant tout à l'heure, parce que je me disais, c'est pas possible. Ça, c'est bien kantien. On aura longuement le soin de discuter, car je le suis profondément aussi. Donc, vous allez plus, bon, ça c'est des questions de journaliste, hein, ouais. Sortir un petit peu de votre ouvrage, puisque là, votre deuxième ouvrage, c'est un roman. Vous allez plus continuer dans le roman, plus que dans ce type de nouvelles. Je dis bien ce type de nouvelles, parce que ce n'est pas des nouvelles narratives. Encore une fois, je le dis à nos téléspectatrices, téléspectateurs qui nous regardent, je pensais y retrouver plus ou moins de façon plagiaire ou de façon un peu reconstruite des nouvelles, de ce qu'on pourrait appeler contes et légendes, de Kabylie, etc. Ce n'est pas du Freudius, ce n'est pas cela, c'est pas ça du tout. Oui, tout à fait. C'est inclassable. C'est très inclassable. Ce sont, je dirais, presque des réflexions sur notre identité et puis surtout sur notre rapport avec soi-même et avec l'autre. Donc c'est beaucoup plus cela. Donc moi je le verrais presque comme une sorte d'essai, de nouvelles des essais que vous auriez pu écrire dans une revue de philosophie. Ou peut-être, voire même, quelquefois, c'est peut-être toutefois plus accessible qu'un essai philosophique bardé de Je ne suis pas sûr, hein, je ne suis pas sûr, parce que vous avez quand même une écriture très pointue, un champ lexical pas toujours évident pour un lecteur non averti. Hein, donc on peut se dire, bon, je croyais que c'était des nouvelles, et puis c'est marqué nouvelle, hein, combat. Donc on peut se dire, bon tiens, il va y avoir une histoire. Non, c'est pas une histoire, c'est pas des histoires, c'est une histoire. Une histoire assez torturée, oui. Oui, non, c'est l'histoire, quoi. C'est l'histoire. Mais vous me posez la question de savoir, oui, je continue, je crois que j'ai 5 ou 6 nouvelles qui sont prêtes un peu dans la même veine. J'essaie d'écrire aussi un roman à côté, je fais plusieurs choses. Bien. Et peut-être un essai sur Frantz Fanon. Ah, intéressant ça. Voilà. Ça c'est intéressant. Un essai toujours parce que Frantz Fanon... Mais pas, je suppose, ou alors je m'avance beaucoup, mais comme ça, hein, par rapport à ce que j'ai lu de vous. Oui, tout à fait. Je pense beaucoup plus sur Frantz Fanon, psychanalyste. Oui, le rapport à l'universel. Voilà. Plutôt que la vie militante de Frantz Fanon. Non. Je m'en doutais bien. Je m'en doutais bien. Parce qu'il y a beaucoup de livres déjà qui ont été faits. Il y a beaucoup de livres qui nous ont raconté la vie de Frantz Fanon.
il faisait écouter sur son gramophone le chant des partisans, Voilà, quand on lui disait mais pourquoi vous êtes pour la lutte de libération nationale d'Algérie, et voilà, c'est des violences, c'est des filagas. Il leur disait bah écoutez, le chant des partisans, qui était le chant des résistants français, il disait allez égorger, prenez fusil, etc. Vous savez, c'était pas non plus une chanson d'enfant de cœur. Hein. Non, ce ne sont pas des chants tendres du tout. Du tout, du tout. Omar Smaïl, ça a été vraiment un très grand plaisir de vous avoir sur le plateau d'Expression Livre. Dans les ténèbres du miroir, 12 nouvelles à découvrir, je dirais. Écoutez, à découvrir vraiment, parce qu'elles sont d'une veine excessivement intéressante. Même, je dirais que, bon, une nouvelle, quand on la lit, bon, comme vous l'avez si bien dit au début de l'émission, bon, c'est narratif, et puis surtout la chute qui va être intéressante. Il n'y a pas de chute. Hein. Même pas camusienne. Hein. Même pas camusienne. Il n'y a pas vraiment de chute. Il y a un récit, non, effectivement. Oui, c'est pour ça que je dis, ça m'a paru plus des textes philosophiques, parce que comme la philosophie, c'est un questionnement vers la fin. C'est toujours une question pour une autre question, sur une autre question qui aboutit à une autre question, etc. Absolument. Et c'est la teneur de vos 12 nouvelles. C'est paru aux éditions Hib. Et rappelons-le, toujours, un roman paru dernièrement, c'était pour le Salon du Livre. Dernièrement, oui, il y a quand même un peu plus d'1 an. Hein. Ah, quand même. Ouais, ouais. Toujours aux éditions Hib. Amalou, et j'arrive toujours pas. Amalou, ou le côté obscur de la montagne. Le côté obscur de la montagne, c'est ça? Voilà. Vous étiez présent à la 23e édition du Salon international du livre d'Alger, et nous vous en remercions, puisque ça vous a permis d'être en contact avec votre public et de faire des ventes dédicaces. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Merci encore, Omar Smaïl. Merci pour votre accueil. De toute façon, vous êtes coincé. Vous êtes coincé dans ce petit village. Il y a des fortifications autour. Ça s'appelle Expression Livre. Et vous ne pouvez pas sortir. Il y a une seule porte d'entrée, une seule porte de sortie. Et la prochaine fois, je vous attends pour Amalou. Volontiers. Merci encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Voilà, fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Expression Livre. Excusez-moi, j'ai attrapé une mauvaise grippe. Et bonjour à vous, bonsoir chez vous. Allez, semaine prochaine. Et puis, la formule d'usage. Je vois ma caméraman woman qui se marre parce qu'elle se dit... Est-ce que pendant encore une vingtaine d'années, si Dieu lui prête vie, il va nous sortir cette fameuse phrase « Allez, à la semaine prochaine ». Et puis, qu'est-ce que c'était déjà? Je me rappelle même plus. Vous voyez, vous me faites perdre le truc. Bon. Et bien, la semaine prochaine, même jour, même heure, même punition. Et d'ailleurs, vous allez être punis. Oh, femme, oh, camera woman, oh...